reprendre le thème de la journée, l'animal comme objet, sujet de loisir. Je reviendrai sur les autres notions un petit peu plus tard. Mais pour être important de définir ce qu'est l'animal, puisque finalement tout le monde sait a priori ce qu'est un animal, mais qu'est-ce qu'il en est réellement? Les juristes vont être plutôt critiques sur le fait que les juristes parlent au singulier et non pas au pluriel. Donc on pourra en discuter, mais le juriste va plutôt parler au singulier pour justement essayer de casser cette approche catégorielle. L'évolution de l'animal dans le loisir, avec une certaine complexité, j'ai essayé de faire simple, mais c'est peut-être aussi réducteur, hein, je le dis, en gardant à l'esprit que quand on pense loisir avec l'animal, en tout cas une façon dont on peut penser l'animal loisir, ça n'est pas forcément comme ça qu'on devrait le penser, mais l'exemple qui pourrait venir assez rapidement en tête, c'est la chasse et la pêche. Perçu par rapport à certains de ces exemples, rapidement le rapport animal-homme dans le loisir va passer par le spectacle. Si vous voulez, historiquement, c'est le spectacle qui va conditionner ce rapport. Et donc, si on sort du rapport au travail qui a guidé quand même la relation à l'animal pendant très longtemps, eh bien, si vous voulez, la sphère du loisir humain passe par le spectacle. Par le spectacle, c'est vraiment les jeux taurins qui sont apparus durant l'Antiquité, les combats de coqs. Et après, on a d'autres exemples qui sont plus ou moins anciens. On peut penser, par exemple, j'ai retrouvé les courses de lévrier à l'époque des Gaulois, donc 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc, on retrouve des exemples où justement on a cette idée de spectacle, encore une fois avec des variables selon les époques, plutôt avec une idée d'utilisation, de compagnie, avec une idée d'affection. On est plus dans cette logique-là, avec bien d'autres situations concomitantes, comme l'augmentation de la brutalité envers les animaux, qui vont être dénoncées, qui vont être combattues. Et donc, on va avoir ces expressions qui vont apparaître, animal de compagnie, ou animaux de compagnie, d'ailleurs, que l'utilisation de l'intelligence artificielle est assez intéressante, puisque un des éléments moteurs pour dire que les zoos sont utiles, c'est notamment sur des aspects pédagogiques. Or, si on peut avoir la même pédagogie avec des leurres, ou en tout cas, j'utilise le leurre parce que c'est souvent une terminologie qui est utilisée pour la chasse à courre, qu'on pourrait faire des chasses à courre avec des leurres, qui, a priori, seraient tout aussi agréables dans le loisir, sauf qu'il n'y aurait plus cette souffrance animale. Donc, on pourrait très bien penser l'ensemble de ces éléments-là. On s'est dit, il faut protéger l'animal contre les agressions, contre les violences, et que finalement, ça a donné lieu à l'apparition du droit animalier. Démocratie française, un rare épisode de concorde politique exprimé en ces termes par Madame la sénatrice Sophie Primas, que je cite donc. Nous avons progressé, dit-elle, avec le gouvernement, comme avec l'Assemblée nationale et M. Dombreval. Nous avons aussi progressé au sein de cet hémicycle. Je suis un peu ému, parce qu'elle parle bien, car il est assez rare d'arriver à une telle concorde sur un texte important comportant de nombreux pièges. Et je crois que c'est beau, et que ce soit la cause animale qui ait permis cette concorde-là, c'est peut-être à méditer. Cela procédait d'un calcul résolument assumé et qui finalement s'est révélé payant. Il s'agissait d'exclure tout ce qui pouvait fâcher, tout ce qui pouvait mobiliser dans les 15 jours des escouades de gens armés de fusils ou de tracteurs dans toutes les villes de France. Et ma foi, c'était probablement ce qu'il y avait de mieux à faire. Et le résultat est là. Bravo d'avoir adopté cette stratégie, quoi qu'elle ait pu être critiquée ici, là ou ailleurs. Dombreval a fait beaucoup, mais il reste beaucoup à faire et je ne vous ai pas tout cité, ce qui montre que le sujet est vivant. La loi du 30 novembre 2021 a-t-elle bien mis fin? Cet avertissement bien connu de tous les usagers des transports en commun, please mind the gap. C'est l'occasion de rappeler que pour réduire le fossé, il faut, s'il s'agit des aspects répressifs, des moyens policiers, tels que ceux que l'actuel ministre de l'Intérieur semble avoir mis efficacement en place. Il faut des procureurs dynamiques et audacieux, comme celui de Saint-Gaudens, que je n'ai pas rencontré, mais dont on m'a beaucoup parlé. Il faut aussi, je crois, de la part des militants concernés,
une meilleure connaissance du droit animalier. Il existe, il n'est pas parfait, mais ce qui existe, encore faut-il savoir l'appliquer. Et j'aimerais pouvoir mener une enquête sur le point de savoir si toutes les associations de protection des animaux déclarées depuis au moins 5 ans ont conscience qu'elles disposent de l'arme de l'article 2-13 du Code de procédure pénale qui leur permet d'exercer les droits reconnus à la partie civile pour toutes les infractions animalières qui figurent dans le Code pénal. Sont toujours, par défaut, et seulement par défaut, et par le jeu d'une fiction juridique soumis au régime des biens, mais ils ne sont plus des biens. J'ai la lourde tâche de parler après deux éminents juristes, ce que je ne suis pas. Pour ceux qui étaient présents ce matin, je vais vous rappeler que j'ai une formation de vétérinaire et comme l'immense majorité d'ailleurs des députés, sans formation spécifique en matière juridique, mais accompagné par des attachés parlementaires et par les administrateurs de l'Assemblée nationale qui sont en la matière extrêmement aidants et même indispensables, parce que la légistique, c'est-à-dire cette façon qu'on a de créer la loi, de la rédiger, est vraiment quasiment un art, et il faut des gens qui sont spécialement aguerris sur ces questions-là. Il y a plus de mains qui soient d'accord que de mains qui soient contre. Voilà. Et ça veut dire que, concrètement, pour être très concret et pragmatique, ça veut dire que, parfois, il faut les compter, les voix, avant de voter. Et que, du coup, dans ce contexte-là, il faut être capable de faire des choix. Voilà. Et de mettre de côté des choses qui nous tiendraient à cœur. Pour l'abolition de la corrida, est passé un jour où il y avait par ailleurs d'autres propositions de loi extrêmement lourdes, portées par la France insoumise. Or, ces niches parlementaires, ça dure jusqu'à minuit. Ce que j'ai ce matin, c'est comme Cendrillon. À minuit, c'est bye bye. C'est pas voté, ah ben on s'en fout. Ça sera l'année prochaine. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, si vous n'êtes pas, si vous ne choisissez pas très précisément les lois que vous allez mettre aux voix et au vote le jour de la niche parlementaire, et que vous accumulez les propositions de loi, toutes plus importantes probablement les unes que les autres, mais toutes générant des débats parce qu'elles sont importantes, extrêmement importantes, un nombre d'amendements extrêmement important, eh bien vous êtes absolument certain, sûr et certain, qu'à la fin de la journée, eh bien votre loi ne passe pas. Et j'allais dire, quand bien même la France insoumise, je ne fais pas de politique, hein, voilà, j'en fais plus, j'ai plus de mandat, tout va bien. La France insoumise aurait mis uniquement en débat la proposition de loi sur la corrida, cette fameuse journée, à minuit, je vous mets mon billet qu'elle n'aurait pas été votée. Parce que c'est pas 10 amendements, c'est pas 50, c'est pas 100, c'est des milliers d'amendements qui auraient été déposés. Parce qu'une fois que vous avez déposé votre loi, qu'on a admis que cette loi et ce texte, une fois travaillé, une fois passé en commission, une fois voté en commission, une fois passé à l'agenda et rentré dans l'agenda de l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour passer en séance, une fois voté, passe ensuite au Sénat, ou c'est le chemin inverse, hein, parfois du Sénat, ça vient de l'Assemblée, passe ensuite au Sénat, et si vous n'êtes pas dans une procédure, dite procédure accélérée, qui est à négocier avec le gouvernement, avec le président de l'Assemblée nationale, avec le président du Sénat, ce qui était le cas pour la loi dont j'étais le rapporteur général, ça peut durer des années. Hein. Et fait à l'appui, moi j'estime que le nombre d'abandons, il est plutôt entre 250 et 350 000. Voilà, et je ne vous le dis pas comme ça, je vous le dis parce qu'on a analysé en détail les choses. Donc on manque, donc quand on dit le chiffre des abandons ne diminue pas, ça dépend de quel chiffre on parle. Et ça dépend quelle est la source de ce chiffre. Donc il faut être extrêmement attentif à ça, et parce que c'est ça aussi qui nous fait parfois, quand on a nous défenseurs des animaux, être envoyés dans nos 22, je suis à Bayonne, par l'absence, encore une fois, de preuves. L'émotion, on l'a tous, même les brutes épaisses. C'est des spectacles qui sont insupportables à voir, un animal maltraité. Mais ça ne suffit pas. Et quand on veut légiférer, quand on veut avancer, même si c'est imparfait,
même si on n'a pas tous les chiffres, tous les faits, tous les éléments de droit, qui est la discipline majeure pour faire avancer la question de la condition animale en France, la science, bien sûr, vous allez taper dans le vide et vous allez vous faire massacrer par le ou la députée scientifique, docteur de 3e cycle, machin truc, épidémiologiste, statisticienne. Vous allez vous faire défoncer par médecins, vous allez vous faire défoncer par des gens qui se moquent des animaux, on n'a rien à faire. Et à la fin, vous aurez non pas un peu et un parfait, vous aurez rien. Voilà comment ça se passe. Mais dans les faits, que ce soit tant ceux qui appliquent la loi que ceux qui essayent de la voter, préfèrent effectivement obéir aux traditions plutôt que aller vers effectivement accueillir la souffrance animale. Donc est-ce que vraiment au sein des hémicycles, il y a une réelle majorité qui tend vers justement la conscientisation de ce sujet, ou est-ce qu'on est quand même encore très en deçà de ce qu'on pourrait espérer? Convaincu, il y a des précurseurs comme le professeur Margueno sur lesquels on a raison. On a raison d'aller sur ce chemin parce que c'est le chemin de la justice, c'est le chemin de la vérité, c'est le chemin du respect, c'est le chemin du respect notamment de l'altérité, de la vie animale, de l'animal qui souffre, de l'espèce, de l'être vivant qui souffre. Et donc, c'est un chemin qui, je suis absolument convaincu de ça, est un chemin qui est irréversible. Donc, Benoît Thomé, je suis président de l'association Animal Cross, qui est une association généraliste de fonction animale qui est basée à Pau, qui a des actions soit plus locales pour la maltraitance. Donc là, c'est des signalements et puis on intervient en fonction de la maltraitance d'animaux de compagnie, mais aussi un certain nombre de sujets qui sont plus d'ordre nationaux. Donc, quand on a eu plus de chance, c'est l'interdiction de la vente d'animaux de compagnie aux mineurs. Puis avant, il y avait un flou sur les mineurs entre 16 et 18 ans, et on a obtenu l'interdiction de la vente aux mineurs. Et puis ensuite, de manière, en quittant un peu le centre, on va parler de climat d'insécurité perçu par les non-chasseurs. Il y aurait aussi à parler des collisions avec les animaux sauvages, que je ne pourrais pas trop développer aujourd'hui, mais qui est cité comme une cause d'insécurité à cause de la chasse, mais on verrait que si on développait le sujet, c'est souvent les animaux qui sont poussés sur les routes par les chasseurs. Et puis ensuite, je vais vous parler de l'utilisation des armes de chasse hors de la chasse. Donc là, la question, c'est les armes, c'est pas forcément les chasseurs. Et ce faisant, il y aura un point de vue aussi où je vais alterner avec des notions plus juridiques, parce que je pense qu'il y a des juristes, alors il y a des juristes absolument experts dans la salle, et aussi des juristes en herbe. On a tous vocation à être des juristes en herbe aussi. Nous avons publié pour Animal Cross, et qui est, donc j'y ferai référence, et que nous vous offrons gratuitement aujourd'hui. Merci. Le rapport du Sénat aussi sur l'insécurité à la chasse. Vous savez que il y a eu une pétition menée par un collectif qui s'appelle Un jour un chasseur, suite au décès d'un jeune homme qui coupait du bois devant chez lui. Il a été tué par Morgan Keane. Et ce collectif a porté une pétition qui a été signée par 100 000 personnes. C'est un exemple récent, le 3 janvier 2023, a été jugé à Bayonne. Cet exemple où un homme a tiré accidentellement sur un père et sa fille qui se baladaient à Grugne alors qu'il visait une caille. Et donc la jeune femme a reçu 19 plombs dans son corps. Il y a des exemples comme ça, on en trouve régulièrement. Encore plus important, c'est pour le renouvellement du permis de chasse. Vous saurez peut-être que, par exemple, les tireurs dans un stand de tir sportif, ont une obligation de renouveler chaque année leur visite médicale. Les biathlètes aussi. Mais ce n'est pas le cas des chasseurs. Pourtant, c'est un véritable problème en fait en fonction de l'âge. Et je ne le dis pas parce que particulièrement c'est des chasseurs, mais avec l'âge, par exemple, vous pouvez avoir des problèmes neurologiques. Par exemple, vous pouvez avoir la maladie de Parkinson. Des situations d'insécurité qui étaient vécues par les gens. C'est-à-dire, avez-vous déjà rencontré, vous ou vos proches, une situation d'insécurité liée à la chasse? D'accord? Les chiffres sont quand même assez stupéfiants. Mais ils correspondent en fait au ressenti qu'on a autour de nous. Parce que, aussi le découpage par région, la région sud-est, on est à 43%.
C'est-à-dire que dans cette région, ou dans les zones rurales, vous avez 43% des gens qui se sont déjà retrouvés eux-mêmes ou un proche dans une situation d'insécurité à cause de la chasse. Et ces situations, eh bien, c'est d'abord le danger lors d'une promenade. Ben ça, c'est, je suis avec ma famille le dimanche, je suis en forêt, je vais chercher des champignons, je suis en VTT, etc. C'est danger aussi sur la route, en fait. Et d'armes non déclarées, alors on sait trop, mais d'après certaines sources, on pense qu'il y en aura 7, 8, peut-être 10 millions. C'est quoi une arme non déclarée? D'abord, la déclaration des armes, historiquement, elle est arrivée, alors je ne sais plus trop quand, dans les années 80-90, c'est-à-dire que les armes avant n'ont pas forcément été déclarées alors que ça aurait dû l'être. Mais c'est surtout dans le cadre d'un décès, par exemple. J'ai décidé d'aborder un sujet parce que ce sujet m'a choqué. Je m'en suis servi aussi dans le DU, parce que finalement, j'ai pris le thème de la chasse, la législation sur la quasi-inexistence de la législation sur les animaux sauvages, mais en même temps, à l'intérieur donc de ce DU, j'ai parlé de la chasse à courre. Parce que j'ai été donc très choquée par justement la traque de Pont-Saint-Maxence. Dans l'Oise, il y avait donc une chasse à courre ce jour-là. Des chiens, évidemment, traquaient ce cerf. Pour une commune où, justement, la chasse à courre est interdite. Et le feu a été ouvert, il a été tué, et c'était à moins de 300 mètres des habitations. C'est l'art de chasser aux chiens courants. Courant dit court, justement, principalement le cerf, le chevreuil, le sanglier, le lièvre, etc., le renard. Donc, il existe 3 catégories de véneries. La grande vénerie qui est à cheval et qui, justement, traque principalement les gros animaux comme le cerf, le chevreuil, le sanglier. La petite vénerie qui, elle, s'exerce donc à pied, qui est plus pour les lièvres et les renards. Et la vénerie sous terre qui consiste, bien sûr, à déterrer un animal. Bien souvent, ce sont des renardeaux, des blaireaux. Et bien souvent aussi, là, alors que c'est strictement interdit, les chiens se jettent sur les animaux et les déchiquettent, alors que c'est vraiment interdit. Des tracteurs, parce qu'en mars, justement, eh bien, c'est le mois où les lièvres, enfin les femelles, sont en pleine période de reproduction. Les biches sont prêtes à mettre bas et les renards nourrissent les petits. Alors bien sûr, ça tombe pile poil, donc ça perturbe énormément les animaux, la faune sauvage. Il y a quand même une envie de s'opposer à cette pratique. Il y a un sondage qui a été repris 7 ans après celui de One Voice et qui a été demandé par la Fondation Bardot. C'est un sondage de 2017. Il n'y en a pas d'autres pour l'instant, à ma connaissance. Il y en a eu un. Alors donc, je suis désolée, celui-là, je ne l'ai pas. 84% donc par rapport aux 75, on voit bien qu'il y a une progression. Et peut-être que sur celui de 30 millions d'amis, peut-être que le chiffre est même encore au-delà, se déclarent opposés à cette pratique. Malgré ces chiffres, non seulement cette pratique n'est pas abolie, mais les ministres qui ont souhaité son interdiction ont été limogés. Je suis contente de représenter la Fondation aujourd'hui en cette journée mondiale des animaux. C'est une belle façon de leur rendre hommage que de participer à ce beau colloque. Moi, je vais parler d'un pan du loisir dans le cadre de la protection animale. C'est malheureusement l'exploitation des animaux dans les cirques qui existe encore, malgré la belle loi de 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale. Besoins sociaux, physiologiques, biologiques particuliers et totalement incompatibles avec leur détention en captivité. Et d'ailleurs, c'est désormais unanimement admis qu'en raison des déplacements, des numéros réalisés, en raison du mode d'hébergement, les cirques itinérants sont incompatibles avec le bien-être des animaux sauvages. Qui était utilisé dans un cirque, le cirque Bostock, sauf qu'en réalité, il n'était plus... il ne travaillait plus depuis au moins plusieurs années. Il était détenu dans un camion, dans un petit camion, parce que le cirque s'était engagé en fait auprès de la Fondation 30 millions d'amis d'arrêter les spectacles d'animaux sauvages. C'est un contrôle de la DDPP et de l'Office français de la biodiversité. Il a été convenu que ces animaux seraient secourus et pris en charge.
les animaux qui sont victimes des trafics liés au cirque. Alors, petite photo, voilà le avant-après. J'ai pris l'exemple de Isis et Yoda. Alors, ce sont 2 lionceaux qui ont été retrouvés abandonnés, livrés à eux-mêmes dans des cages de transport pour chats. Ils ont été abandonnés face à un parc animalier près d'Aix-en-Provence. Et c'est grâce à un signalement qu'on a pu intervenir pour les prendre en charge et là aussi pour les amener dans notre partenaire Tonga Terre d'accueil. On se bat pour essayer de leur trouver un milieu plus adapté, mais on peut déjà voir que voilà, ils courent actuellement dans leur réserve. Donc ça fait quand même chaud au cœur. On l'a vu tout à l'heure, c'est quand même très compliqué de trouver des lieux d'accueil adaptés pour tous ces animaux, surtout s'il y en a environ 400. Voilà, c'est très, très compliqué. Ce qu'on n'a pas trop compris, c'est le délai transitoire de 2 ans. Plus de 7 Français sur 10 souhaitaient déjà l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques et delphinariums. Je vais essayer de rester théorique et objective, voilà, pour respecter l'obligation de délicatesse qui est la mienne de par mon métier. Donc, on va parler aujourd'hui des exceptions légales à la répression des atteintes aux animaux de loisirs et de divertissement dont on parle depuis le début de l'après-midi. Qui sont prévues par le Code pénal, notamment les mauvais traitements qui correspondent dans les faits, grosso modo, à l'absence de respect des libertés fondamentales des animaux, parmi lesquelles, la dernière sera la plus importante, la possibilité pour l'animal d'exprimer des comportements normaux de son espèce. Partant de là, on se rend compte que dans certains cas de figure, le respect de cette liberté fondamentale saute pas aux yeux. Alors, les animaux de cirque, j'ai envie de dire, pour encore quelques temps, je ne pense pas que dans la nature, je peux me tromper, mais les hippopotames aient ce genre de comportement naturel. Moi, j'ai rencontré un jour Titus. C'est le lion le plus triste que j'ai jamais vu. Il travaillait dans un cirque, et je me demande d'ailleurs si c'est pas le cirque Muller. Puisque voilà, dans une autre vie, j'étais un petit peu militante, donc j'allais un petit peu contrôler les conditions de détention des animaux dans les cirques de Loire. Moi, j'y ai passé toute mon enfance. Chaque année, avec mes parents, le mois d'août, on le passait en Haute-Loire. C'est super beau. Hein. Il y a des lacs, il y a des montagnes, il y a des châteaux. Hein. Il n'y a pas que dans la Loire, il y a des châteaux. Et l'été, quand il y a la vogue, il y a le tir à l'oie. On l'a vu dans le code pénal, à ma connaissance en tout cas, j'ai quand même épluché un peu parce que c'est vrai que je suis assez ciblée au niveau de l'activité. Il y a une existence d'exception uniquement sur 2 infractions et uniquement sur 2 pratiques. Et l'inclusion de ces exceptions, c'est dur intellectuellement parce que ça veut dire que on parle des taureaux, des courses de taureaux et des combats de coqs et on nous dit ce sont des actes de cruauté. Mais ceux-là, vous pouvez y aller, à condition, bien sûr, qu'il y ait une tradition, etc. À la corrida. Je pense que les propositions Caron ont fait beaucoup reculer la question. Et je rappelle que c'est une proposition qui avait été portée en leur temps à la fois par Robert Badinter et Simone Veil, des personnalités politiques les plus unanimement appréciées de la deuxième partie du XXe siècle.